On appelle M. Pierre Bourdillon de Paris, introduction de l'électrocorticographie laminaire pour l'identification du foyer épileptique en neurochirurgie. Pierre Bourdillon, vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Sortez de la cave. Alors, hop. Non, normalement, pour plus de fluidité, ma présentation a été préenregistrée parce que j'ai plus de problème de connexion Internet. Je suis navré de pas pouvoir être là en direct. Mais vous pouvez faire votre présentation si vous le souhaitez. Vous avez un bon flux. Normalement, il est tout enregistré. Comme j'ai vraiment une connexion qui est parfois intermittente, ça risque d'être désagréable. D'accord. Donc, Vous préférez que je lance votre communication alors? je pense que c'est mieux, oui, tout à fait. Ce sera plus fluide. Donc, vous restez en ligne, vous répondrez aux questions par la suite. Tout à fait. Mesdames et messieurs les membres de l'Académie nationale de chirurgie, je vous remercie de me faire l'honneur aujourd'hui de pouvoir présenter mon travail sur l'introduction de l'électrocorticographie laminaire pour l'identification du foyer épileptique en neurochirurgie. Il s'agit d'un travail réalisé au sein de l'université d'Harvard dans le cas d'un post-doctorat. Il s'agit donc d'épilepsie, une maladie fréquente touchant près d'1% de la population française et qui, dans un tiers des cas, est résistante aux traitements médicamenteux. Ces épilepsies résistantes peuvent être soit le fait d'une maladie générale du cerveau, inaccessible à la chirurgie, ou alors d'une origine focale, où une région du cerveau est à l'origine des crises. Dans ces derniers cas, la pathologie peut être accessible à une prise en charge chirurgicale. Il est alors nécessaire d'enregistrer le cerveau, à la fois pour en évaluer la fonction, mais aussi pour déterminer la zone à l'origine des crises d'épilepsie. Cet enregistrement repose actuellement sur l'implantation entre 10 et 15 électrodes intracrâniennes pour permettre l'enregistrement durant plusieurs semaines, souvent 2 à 3 semaines. Cependant, le nombre d'électrodes étant limité, il s'agit d'un échantillonnage partiel du cerveau, comme si ce dernier était regardé à travers une longue vue. Bien entendu, on considère actuellement que l'électrode montrant le plus précocement un signe de communicabilité est à l'origine des crises, bien entendu, à condition que l'électrode soit implantée au sein du foyer. Il existe donc des cas où le défaut d'échantillonnage peut conduire à la non-identification ou à une mauvaise identification du foyer épileptique. Le but du travail d'aujourd'hui est d'essayer de trouver d'autres stratégies chirurgicales de manière à mieux identifier le foyer épileptique à l'origine des crises cognitives. De plus, même lorsque le foyer est identifié, il peut être extrêmement difficile au bloc opératoire d'en identifier clairement les limites. Ici, par exemple, une épilepsie liée à une lésion gliale, les œils experts pourront identifier ici un aspect anormal du cerveau évocateur d'un gliome. Mais en revanche, difficile à dire juste sur l'œil les enregistrements intracrâniens précédemment réalisés lorsqu'ils ont été réalisés ou l'électrophysiologie actuelle péropératoire, quelles sont les limites du cortex responsable de l'épilepsie et de la résection à réaliser. Pour ce faire, nous avons une approche reposant sur la combinaison de différentes échelles d'enregistrement du cerveau. Ici, à la même échelle, vous avez une électrode d'enregistrement classique du cerveau dont les plots enregistrent l'activité d'une population de neurones entiers. Ici, des électrodes de surface, à peu près de la même taille, et ici, deux nouveaux types d'électrodes dont la résolution spatiale est bien plus petite, de l'ordre de quelques microns, permettant d'enregistrer les colonnes corticales, mais aussi les différentes couches du cortex. Notamment, l'électrode du haut pénètre le cortex et chaque petit point noir correspond à un canal d'enregistrement. Et il est donc possible d'enregistrer chacune des différentes couches corticales et de mettre en évidence une architecture normale ou pathologique du cortex. Ici sont représentées les électrodes habituellement utilisées, à la fois les électrodes de pratique clinique courante,
avec ici une électrode de surface et ici une électrode profonde perforante. La zone gris clair correspondant à un contact d'enregistrement et les zones plus sombres à la structure même de l'électrode. Les trois principales parties composant le cortex sont représentées ici, la couche supragranulaire, la couche granulaire et la couche infragranulaire. En dessous, la substance blanche. Ici, peut être vu les plots d'enregistrement de surface. Ici, une électrode de SEEG, les électrodes profondes du cerveau. Ici, une électrode tenue dans la main du chirurgien avec un zoom sur l'électrode. Et à la même échelle, l'électrode laminaire développée pour le projet présenté aujourd'hui. Sur une même distance, à peu de choses près, figurent 24 canaux d'enregistrement, permettant donc, à travers les différentes couches corticales, d'enregistrer plusieurs canaux. Il devient donc possible d'enregistrer à la fois le cortex supragranulaire, granulaire et infragranulaire, ainsi que les interactions entre ces différentes couches corticales. En pratique, ces électrodes se mettent par abord direct au cours d'une procédure chirurgicale. Elles ne sont pas incompatibles avec la mise en place des électrodes standards. Montrée ici par la flèche bleue, l'insertion d'une électrode est difficilement visible dans sa partie d'enregistrement à l'œil nu. Ici, l'électrode implantée dans le cerveau et les électrodes classiques conventionnelles, pointées par la flèche pourpre, qui s'apprêtent à recouvrir l'électrode de recherche pénétrant le cortex. Les enregistrements concernent en général les zones réséquées ensuite pour la chirurgie, dans la mesure où il s'agit d'un protocole de recherche. Ici, la cicatrice de l'électrode, dont la confection correspond en tout point à l'épaisseur d'un cortex humain. Ici, une coupe anatomopathologique montrant les stigmates de l'implantation de l'électrode modérés sur l'architecture du cortex, mais surtout prouvant l'enregistrement des couches 1 à 6 du cortex avec la couche supragranulaire, granulaire et infragranulaire. Au cours de l'étude, 2 groupes d'électrodes ont été utilisés et implantés. D'une part, les électrodes étaient implantées au sein de la zone épileptique. Ici, la zone épileptique est représentée en rouge et l'électrode laminaire en jaune, tandis que les électrodes conventionnelles d'enregistrement du cerveau sont représentées en noir. D'autres électrodes laminaires étaient implantées en dehors de la zone épileptogène, dans une zone du cerveau nécessaire à la propagation des crises à d'autres zones du cerveau. Et il arrivait qu'un même patient puisse avoir des électrodes à la fois en dehors et au sein de la zone épileptogène. Première constatation sur les électrodes au sein de la zone épileptogène. Sur l'analyse du tracé, il est visible que les pointes, figures pathologiques de l'épilepsie, semblent générées par les zones infragranulaires, à l'inverse des zones de propagation des crises, où les pointes semblent générées par le cortex supragranulaire. Les matrices situées sous le tracé EEG correspondent à la dérivée spatiale secondaire de ce tracé et permettent de modéliser la CSD correspondant au flux de courant entre les différentes couches corticales. Il existe par exemple ici un flux de courant de la couche granulaire et de la couche infragranulaire vers une partie infragranulaire. La matrice d'à côté montre une modification, mais toujours au sein des mêmes couches, des flux de courant. L'ensemble de ces flux de courant concerne le cortex granulaire et le cortex infragranulaire. À l'inverse, dans les zones de propagation des crises, ces flux de courant ne semblent concerner que le cortex supragranulaire et ne pas intéresser les régions les plus profondes, même si au cours de la crise, une extension en profondeur semble atteindre le cortex granulaire. Les résultats présentés à la diapositive précédente correspondaient à l'activité de champ qui correspond au reflet de l'activité synaptique. Il est aussi possible, par le biais de ces nouvelles électrodes, d'enregistrer l'activité multi-unitaire correspondant à l'activité somatique des neurones et de comparer ces deux activités.
Sur les deux matrices du haut, vous avez à gauche, au sein du foyer épileptique, et à droite, au sein des zones de propagation, les éléments déjà vus précédemment, montrant une activité infragranulaire dans la zone de naissance des crises et une activité supragranulaire dans la zone de propagation. Et l'activité unitaire semble, elle, circonscrite dans la zone de naissance des crises à la zone infragranulaire, mais dans les zones de propagation des crises concernaient aussi les feuillets les plus superficiels du cortex, ainsi que des zones infragranulaires suggérant des projections dans ces couches. Par ailleurs, il a pu être possible d'étudier la dynamique au cours du temps sur les crises. La grande matrice du haut correspond à un enregistrement chez un patient unique d'une crise au sein de la zone épileptique. L'ensemble des flux et des alternances de flux de courant se retrouvent cantonnés aux zones granulaires et infragranulaires, tandis que dans les zones de propagation des crises, ces dernières concernent uniquement les zones supragranulaires et tendent à s'étendre vers la profondeur jusqu'aux couches granulaires, mais sans concerner les couches infragranulaires. Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le noir. Nous avons ensuite généralisé ces observations à l'ensemble des patients. Cette généralisation était très robuste. Ici, deux matrices représentent une normalisation à travers le temps, chaque crise étant divisée de 0 à 100. Et les valeurs de la CSD, donc la dérivée spatiale secondaire du tracé intracrânien, normalisées entre 0 et 1. Et la signature est robuste dans les cortex infragranulaires pour la zone de naissance des crises et dans le cortex supragranulaire pour les zones de propagation, offrant donc une possibilité de différencier avec une grande précision chez ces 10 patients et les 30 crises étudiées les zones responsables de l'épilepsie et les zones responsables d'une propagation de l'épilepsie. Cela nous a permis d'établir une proposition, une hypothèse sur la physiopathologie de la naissance de l'épilepsie. Si l'on prend par exemple le foyer pariétal, où chaque petit rond rouge correspondrait au réseau pathologique et chaque petit rond bleu aux zones de propagation des crises, il serait alors possible d'imaginer qu'au sein de ces ronds rouges, ces colonnes pathologiques à l'architecture anormale montrent à la fois une activité multi-unitaire correspondant à l'activité somatique, mais aussi une activité synaptique dans les couches les plus profondes et qu'un réseau pathologique s'organise dans les couches les plus profondes, complètement déconnecté des couches plus superficielles et permet de générer la crise d'épilepsie. Cette crise d'épilepsie serait ensuite propagée aux couches les plus superficielles, la couche 1 notamment, où des relais synaptiques interviendraient avec des projections dans des couches plus profondes, expliquant l'activité multi-unitaire dans ces couches plus profondes. Cette activité pathologique serait de nouveau propagée aux couches les plus superficielles. Il y aurait donc un aller-retour entre ces couches profondes et les couches superficielles comme modèle de propagation et de génération de l'épilepsie au sein du cortex. Quelles sont désormais les perspectives de recherche? Les électrodes utilisées de nature métallique permettaient d'avoir un enregistrement sur 24 canaux, suffisant pour analyser les différentes couches du cortex, mais insuffisant pour utiliser des algorithmes d'identification cellulaire. En d'autres termes, il n'était pas possible d'identifier s'il s'agissait d'un interneurone, d'une cellule pyramidale ou d'une cellule en miroir de la couche 6 pour les activités pathologiques utilisées. Un nouveau modèle d'électrode, très récemment utilisé notamment au niveau du laboratoire de l'Université d'Harvard, repose sur une architecture en silicone et en CMOS et permet d'obtenir jusqu'à 1000 contacts d'enregistrement sur les 3 mm d'épaisseur du cortex humain, ce qui permettrait une identification au niveau cellulaire des cellules pathologiques et progresser encore plus en termes de compréhension de la physiopathologie de l'épilepsie, mais aussi de robustesse du biomarqueur du cortex responsable des crises. Ces données, ainsi que celles présentées avec les électrodes métalliques, semblent possiblement pouvoir être utilisées à très court terme en péropératoire. Il pourrait être imaginé la réalisation de sondes avec des électrodes laminaires permettant aux chirurgiens d'enregistrer les différentes zones du cortex afin de déterminer s'il s'agit uniquement de zones de propagation de l'épilepsie
à donc ne pas retirer des zones de génération des crises d'épilepsie à retirer. L'espoir serait de permettre des résections plus précises, permettant de préserver au mieux la fonction et de maximiser les résultats en termes de contrôle des crises après la chirurgie. Je vous remercie de votre attention, m'excuse de l'absence de présence physique à vos côtés ce jour et suis disponible pour répondre à vos questions. Merci pour cette excellente présentation, très claire. Alors, par chance, pour moi en tout cas, j'ai un spécialiste à côté, mais on a l'impression de quelque chose pour un béotien que je suis en la matière. Je rappelle que je suis urologue, vous n'étiez peut-être pas tout à l'heure. Alors pour moi, il n'y a pas plus loin comme distance de la prostate. S'il y a le pied qui doit être un peu plus loin, un peu plus distant. Ce que j'en ai compris, c'est qu'on doit s'attendre à presque une révolution, à la fois dans l'exploration et la prise en charge de ces crises d'épilepsie qui n'ont pas trouvé de solution thérapeutique classique. Toujours question de béotien, est-ce qu'il s'agit là de travailler, donc de sélectionner encore plus les patients pour une stratégie d'exploration chirurgicale, si j'ai bien compris, des patients qui n'auraient pas répondu à la stratégie d'enregistrement classique continu ou en tout cas prolongé. Donc c'est la première question avant de rentrer dans des questions certainement plus techniques avec Maxime. Et est-ce qu'il y a un substratum clinique pour justifier une telle évolution? Alors, merci beaucoup pour la question. Donc, pour la conséquence sur la prise en charge, plutôt qu'une meilleure sélection des patients, je pense qu'il faudra rester sur une sélection relativement large comme c'est fait. Il faut imaginer que c'est vraiment quelque chose en deux temps. Il y a d'abord l'exploration avec les électrodes conventionnelles. Et après ces explorations pourtant fort complexes, il reste encore un gros facteur d'incertitude au moment de la résection en elle-même du cortex. Et c'est sur cette deuxième étape que ces électrodes vont sans doute apporter beaucoup, parce que d'une zone où avec le neurologue on discute, il faut retirer une partie d'un virus qui est immense et très vaste, on va être beaucoup plus précis en termes de résection chirurgicale et éviter de réséquer des zones qui pourraient être inutiles, sur lesquelles on a fait juste une hypothèse sur des arguments en direct pour la retirer. Donc, c'est une sorte de nouveau biomarqueur permettant une médecine beaucoup plus précise au niveau individuel pour les patients. Et comme vous le soulignez, l'intérêt secondaire va très probablement être une bien meilleure compréhension des mécanismes de la physiopathologie. Alors là, ça sort de mon domaine de compétences, mais ça pourrait être probablement très utile pour les gens développant les drogues pour essayer de cibler les neurones qu'on ne connaît pas pour le moment, qui sont organisés de manière pathologique dans le cortex. Merci Pierre pour la qualité de l'exposé et puis aussi justement le double intérêt que l'on voit qui est d'apporter de la compréhension et un outil thérapeutique en plus. J'avais deux questions. La première, c'était, là on est sur un cortex superficiel, qu'en est-il d'aller explorer plus en profondeur? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça peut être en dehors de l'épilepsie, utilisé aussi dans les noyaux gris centraux pour le traitement en DBS, en stimulation cérébrale profonde par exemple? Est-ce que ça pourrait avoir un intérêt d'utiliser ce genre d'électrode pour être bien entendu bien plus précis et encore une fois peut-être mieux expliqué et mieux traité derrière? Alors, pour répondre à la première question, effectivement, c'est facile sur le cas que je vous ai montré où il faut implanter l'électrode. Ensuite, quand il faut faire l'abord de la zone suspecte, si celle-ci se trouve dans l'insula ou sur la ligne médiane, ça peut être plus difficile. Après, il faut considérer que c'est une zone qu'on s'apprête à réséquer, qu'on veut mieux délimiter. Donc, de toute façon, il faut en faire l'abord. Après, c'est vrai que sous microscope dans l'insula, il faut prendre un peu plus de précautions pour le faire, mais dans la mesure où c'est de toute façon une zone à exposer, je pense que c'est faisable et que les industriels qui réaliseront ce type de sondes sauront les rendre peut-être plus ergonomiques que les sondes de recherche qu'on utilise actuellement, qui sont des prototypes finalement. Pour la deuxième question, c'est une excellente piste de recherche, effectivement, hein, pour la DBS, avec pour le moment un obstacle technique, c'est-à-dire que sur une électrode de 3 mm, la solidité suffit, mais il faut faire attention de ne pas la casser. Sur une électrode
devant faire 12 ou 14 cm pour atteindre les noyaux gris centraux, elles sont tellement fines que la résistance ne suffirait pas et que l'électrode se briserait. Donc, plusieurs industriels se sont déjà engouffrés pour essayer de trouver ça, et éventuellement coller ces électrodes en silicone sur des électrodes conventionnelles pour avoir une meilleure rigidité. Il reste quelques obstacles techniques, notamment sur les interfaces entre les électrodes et surtout la directionnalité, parce que l'électrode est collée que d'un côté. Mais je pense que c'est une affaire d'ingénierie. Il faudra quelques années tout au plus à gérer. Ça pourrait permettre d'avoir des enregistrements beaucoup plus fiables pour le ciblage des électrodes. Et qui sait un jour si on ne pourra pas simuler avec des électrodes d'une si faible résolution. Mais là, il y a un travail préclinique à réaliser. Les électrodes récentes, c'est des choses qui n'ont pas encore été faites. Merci. Je me permets juste un tout petit commentaire sur effectivement les problèmes de rigidité que cela pourra entraîner pour l'implantation d'électrodes. Il y a aussi d'autres façons de réfléchir. Certains industriels qui pensent à des micro-robots qui pourraient venir implanter l'électrode directement. À ce moment-là, vous vous affranchissez de la complexité, enfin, il y a la complexité de transmission, bien entendu, mais du risque de rigidité pour aller depuis le trou de trépan jusqu'au noyau gris central. Enfin, voilà, juste pour vous dire. Absolument. Là, notamment, il y a l'entreprise Roboté en région parisienne qui fait ça, qui est très prometteuse pour aller mettre des électrodes dans un endroit difficilement accessible. Actuellement, quand on parle de robots chirurgicaux, c'est vrai que ce sont des grosses machines qui servent juste à pointer une trajectoire. Avoir des trajectoires non linéaires à l'intérieur du système nerveux central est quelque chose d'extrêmement séduisant. Et donc, je ne peux qu'encourager ce développement de la part des brillants ingénieurs de cette start-up française. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, peut-être que ça a été évoqué et que je ne l'ai pas bien perçu. Tout à l'heure, on parlait de sélection de patients. Donc, on a sélectionné des patients pour lesquels les enregistrements continus n'avaient apparemment pas donné de réponse. Si on parle de ceux qui ont eu des réponses, un diagnostic à partir des enregistrements continus, j'ai compris que l'utilisation de ces sondes avait un autre intérêt, c'était de repérer, peut-être chez ces patients qui ont déjà été sélectionnés grâce aux enregistrements continus, des zones de génération de la crise et donc de faire des économies tissulaires au moment du traitement. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, de mieux cibler sur la deuxième étape, une fois que le patient a passé l'étape de l'enregistrement continu, de lui offrir un meilleur ciblage des zones qui sont à retirer. Et après l'étape qui sera encore plus audacieuse, mais qui nécessite une vraie étude clinique, c'est de se dire que si on a des arguments suffisamment forts uniquement avec des enregistrements de surface, de magnétoencéphalographie ou de EEG, on pourrait s'abstenir de faire un enregistrement profond toujours désagréable pour le patient et source de complications pendant 3 semaines, et il est directement sur la zone suspecte, faire les enregistrements avec ces sondes sans passer par la première phase, qui ferait une chirurgie de moins pour le patient, mais il faut faire une étude clinique pour être sûr avant que ça ait la même qualité en termes d'hypothèse sur la zone à retirer pour guérir le patient. J'ai l'impression que ça annonce un progrès neurochirurgical majeur dans les années à venir, et je pense que le sujet dans sa globalité devrait faire l'objet d'une séance complète à l'Académie, comme le suggérait Maxime Ross il y a un instant. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations pour cette superbe présentation. Je vous remercie et navré encore de ne pas être avec vous physiquement. Et donc, nous appelons